Bien le bonjour tout le monde. Alors j'ai évidemment le créneau horaire le plus pourri, à savoir celui de la digestion. Mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Mourad, ça va? Impeccable. Donc j'ai une demi-heure à trois quarts d'heure pour vous parler de quelque chose qui est pour moi évidemment très important, à savoir numérique responsable et qui finalement fait écho à ce que je viens d'entendre sur les objectifs que vous avez de ces 3 jours de séminaire. Alors, euh, avant de faire le discours classique, adapté pour qui vous êtes, finalement, je me suis dit comment est-ce que je pouvais, pour ceux qui veulent faire d'une micro-sieste ou autre chose, j'ai essayé de vous donner quelques éléments pour vous donner envie de rester réveillé. Ce qui arrive très souvent dans nos métiers et de plus en plus à l'université, finalement, c'est ces deux questions-là. La première, c'est on doit mettre du numérique partout dans l'enseignement, on doit développer des plateformes, on doit numériser, on doit faire de l'hybride, on doit faire. Très très bien. Mais dans le même temps, on nous demande de décarboner à la fois l'université et la société. Et force est de constater que personne ne nous dit comment faire les deux en même temps. On sent bien qu'il y a une légère problématique de tension entre ces deux sujets. Peut-être que certains parmi vous sont hyper au courant de ce sujet-là et du coup, je suis désolé si je renforce des portes ouvertes, peut-être d'autres moins. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un petit bilan de ces deux convergences, de ces deux alignements. Alors, juste, petite question. Vous hébergez des milliers d'heures de vidéos, hein. Collectivement, ça peut être des centaines de milliers d'heures. Je voudrais juste, petit sondage, savoir qui a déjà mesuré l'empreinte de ces infrastructures IT. C'est qui? Quelle université ou quelle école? Nantes Université? Ouais, donc vous avez un schéma directeur numérique responsable qui doit vous obliger à ça, c'est très bien. Pour les autres, ok. Et puis, ça aussi, c'est une simple question, il n'y a pas de jugement. Est-ce que parmi vous, certains ont mis en place des politiques de suppression, de désherbage? Là aussi, quelques-uns. Ok, ça marche. Bien, alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais d'abord me présenter. Donc, vous avez entendu que je m'appelais Vincent Courboulet. Je suis enseignant-chercheur à La Rochelle Université. Si jamais vous vous posez la question, cet accent n'a rien à voir avec l'Université de La Rochelle. Voilà. Il y a peut-être des Nîmois dans la salle? Oui. Non, bon, ben voilà, je viens de Nîmes. Je suis enseignant-chercheur. Je suis aussi cofondateur de l'Institut du numérique responsable, qui est une association dont on reparlera un tout petit peu après. Et puis, juste pour me la péter, j'ai été pendant 3 ans responsable du numérique responsable au JO de Paris 2024. C'était génial. Bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de plusieurs choses. Déjà, on va parler du terreau dans lequel on met tous nos pieds, dans lequel on plonge tous nos racines. C'est l'état du monde. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas qui sont trop démoralisés, parce que sinon, on va encore aller plus bas. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on évoquera la place du numérique dans ce contexte, et puis on proposera des solutions avec éventuellement un certain nombre d'éléments peut-être de solutions un petit peu plus pratico-pratiques. Mais je vais commencer par la fin d'un monde et l'émergence d'un nouveau. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous le savons très très bien, tous autant que nous sommes collectivement en train de vivre la fin d'un monde. Je n'ai pas dit la fin du monde, mais clairement la fin d'un monde. Ces quelques graphiques-là que je m'amuse à présenter de façon assez systématique sont là pour nous le... si jamais il y avait encore quelques doutes, ces graphiques-là sont censés le démontrer de façon assez naturelle. Et pas simplement au niveau carbone et au niveau réchauffement climatique, ça j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc là, sur la partie gauche, vous avez l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis à peu près la Deuxième Guerre mondiale, qui ont déjà commencé déjà depuis la révolution industrielle. On a sur le graphique du bas les fameux 1,5 degré qu'on n'est pas censé dépasser grâce à la main sur le cœur avec les accords de Paris. Voilà. Et puis, de façon peut-être un petit peu plus socio-éco, le graphique de droite, allez, par curiosité, j'aime aussi poser cette question. Est-ce que qui connaît le graphique du rapport Meadows? Les limites de la croissance? Bon, de nouveau Nantes. Ok. Plus? Ok, bon.
pour moi, à titre personnel, ce graphique devrait être affiché en 4:3 dans tous les bureaux de la France, de Navarre, de là où vous voulez, parce que c'est le graphique fondamental qui fait que ce que je vais vous expliquer, ce que je vais vous présenter, il est plus pertinent que jamais. C'est un graphique qui est sorti en 1972. Donc ça fait plus de 50 ans maintenant que la planète entière est au courant de ça. À l'époque, c'était un grand succès de publication, de vente, un best-seller, dans lequel on dit si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Et force est de constater que depuis à peu près 50 et quelques années, on n'a pas fait grand-chose, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, avec quelques variables d'ajustement, mais ce graphique-là a l'avantage d'être clair. Et donc, les années 2020, celles aujourd'hui dans lesquelles on est tous embarqués, sont mécaniquement, fondamentalement, scientifiquement, statistiquement, des années de bascule. C'est-à-dire que ce n'est pas le Covid qui a marqué le monde d'avant et le monde d'après, c'est le fait qu'on arrive au bout de cette croissance irraisonnée avec des indicateurs qui aujourd'hui peuvent plus suivre. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science, c'est tous les 5 à 10 ans, à chaque fois que ce rapport est mis à jour, c'est confirmé de façon assez systématique. Donc si jamais vous vous posiez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut naviguer léger, je voyais le sous-titre de votre présentation, il faut naviguer léger parce que ça. Et je pourrais m'arrêter là et vous dire merci, au revoir, et on se retrouve la prochaine fois ou sur le bateau. Ce graphique-là montre de façon indubitable que les années 2020 que nous sommes en train de vivre dans nos métiers respectifs sont des années de bascule générale et fondamentale. Donc oui, le monde est en train de changer, et c'est la fin d'un monde où tous les indicateurs étaient en augmentation constante. Donc et c'est pour ça qu'effectivement, on est tous plus ou moins confrontés à une injonction au développement durable, à naviguer léger, à la sobriété, à l'écologie, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que, à part dans un certain nombre de médias qu'on connaît tous, globalement, cette idée est en train de s'imposer comme naturelle, avec toujours ce fameux « on n'y arrivera jamais, on va dans le mur ou on ne va pas assez vite ». Bon, on va y arriver, parce que de toute façon, quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole. Il n'y a pas de mur, il y aura peut-être des températures qui vont être un petit peu chaudes, mais il n'y aura pas de mur. Donc au final, voilà, c'est juste une question de quel est le rôle qu'on veut avoir là-dedans, dans cette évolution, à la fois en tant que citoyen, mais aussi dans nos métiers respectifs. C'est pas qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, les gens étaient plus bêtes ou moins conscients, ou plus intéressés, ou plus avides, ou plus cupides. C'est juste que l'horizon du bascule se rapprochant, on est beaucoup plus enclin à prendre les décisions qui s'imposent, ou en tous les cas à vouloir agir. Et le naviguer léger que vous avez aujourd'hui mis sur le devant de la scène, il est peut-être effectivement pour certaines peut-être hors de propos, on a du mal à comprendre, etc. Mais pour d'autres, c'est effectivement comment on y va. Voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui un peu cette notion-là. Et ce que j'ai mis, c'est que les universités, en l'occurrence les universités françaises, ont pris à bras le corps ce sujet. Et par exemple, il y a des communiqués de presse, il y a les fameux TEDx, là, les enseignements au développement durable. Bref, les universités, et le président vous le disait tout à l'heure, mais Jean-Christophe, il est où ? Voilà, merci Jean-Christophe là-haut. Il est aussi capable de vous dire, oui, les universités prennent à bras le corps le sujet de l'IA, le sujet des infrastructures, le sujet de la souveraineté. Alors, j'aime pas ce terme-là, de l'autonomie stratégique. Bref, il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se généraliser dans nos universités pour savoir qu'il faut faire quelque chose. Alors, savoir qu'il faut faire quelque chose ne veut pas mécaniquement dire qu'on fait ce qui est à la hauteur des attentes, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est un petit peu le terreau et l'état du monde actuel. Et dans ce contexte-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, en parallèle de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on sait, en parallèle de ça, il y a une mythologie, un nouveau monde qui est en train d'émerger. Et ce nouveau monde, clairement, je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux parce que y a des gens qui sont sur leur téléphone, il y a des gens qui sont sur leur ordinateur, il y a je ne sais pas combien de caméras, c'est streamé en live. Voilà, le numérique aujourd'hui, c'est une partie intégrante, normale et naturelle de nos sociétés. Ah oui, même chose. On a dépassé les 5 milliards d'utilisateurs du numérique. 5 milliards, on est 8 milliards sur Terre.
on va arriver à 12 ou 14 milliards. Bon, ça veut dire qu'il y en aura d'ici très très peu de temps, une dizaine d'années, ça veut dire qu'on risque de doubler le nombre de personnes connectées au numérique. On va le doubler, hein. Et vous allez voir les chiffres tout à l'heure, déjà, voilà, on va le doubler, parce que naturellement, la population va doubler, enfin, presque. On se retrouve avec aussi un monde dans lequel, si à une époque, tous les chemins menaient à Rome, on se retrouve aujourd'hui avec une époque dans laquelle les infrastructures de communication sont clairement nord-nord, avec un point central et nodal qui sont les États-Unis, avec des fibres optiques qui transportent 99% de la donnée et qui transitent énormément par nos amis et alliés américains, enfin états-uniens, pardon. Donc effectivement, tout ça, ça pose problème. Et cette nouvelle mythologie va raconter beaucoup de choses de nos sociétés. Alors, vous m'excuserez, au début, je mettais des nouveaux dieux, puis après, je me suis dit à l'université, parler de dieux, c'était limite. Donc, j'ai mis un nouvel Olympe. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des sociétés, des organisations qui se partagent le monde sans aucun problème. Toi, tu feras la recherche, toi, tu feras les réseaux sociaux, toi, tu feras le web, toi, tu feras ci, etc. etc. Donc, on se retrouve avec comme ça des dieux qui sont possédés par des personnes qui disposent de trilliards de fortunes personnelles. Enfin, bon, vous les connaissez pour la plupart, et si jamais la curiosité vous étreint, le U, c'est bien évidemment Uber, c'est le premier logo, mais ça me permettait d'écrire Natou, et c'était plus facile, voilà. Les GAFAM, les Natou, etc., etc. Puis vous avez à l'autre bout de la planète un autre spectre, hein, qui n'est pas le dieu dollar, mais le dieu du Parti communiste, qui va proposer un nouvel écosystème de dieux en ligne, qui vont décider de la pluie et du beau temps. Qui parmi vous a décidé d'arrêter d'utiliser Office 365 pour basculer sur une solution européenne? Voilà. Ah, mais c'est pas un choix personnel, mais ça c'est clair. Mais c'est pas. Enfin, je pense pas qu'un jour une personne s'est dit, moi je vais choisir ça. Non, c'est mécaniquement une espèce de consensus mou, de facilité, de ça marche, etc. Donc c'est la faute de personne, hein. Et puis je pointe du doigt personne, hein. Je veux dire, c'est clairement, moi je suis sur un Intel, là bon j'ai du LibreOffice, mais enfin je suis sur Teams, voilà, on est tous contraints de faire ça. Donc un nouvel écosystème, un nouveau monde, des nouvelles voies de communication, un monde toujours plus peuplé, des nouveaux dieux et bien évidemment des nouvelles messes. Bon là j'ai mis en 2025, qu'est-ce qui se passe en une minute sur Internet? Et encore, c'est juste des choix pour l'infographie, mais j'aimerais savoir qui parmi vous aujourd'hui ne s'est pas connecté à un service américain. Ah, c'est déjà bien, bravo. Ouais. Et puis je pourrais vous dire qui ne s'est pas connecté à au moins 5 services américains. 2, 3. Ok. Et c'est pas grave, je ne pointe pas du doigt. Moi-même, le premier, je me suis connecté à plein de trucs. Mais voilà, on a des nouveaux rites. Bon, bien évidemment, on a aussi des nouvelles guerres, voilà, une guerre physique normale et naturelle et géopolitique qui se déploie dans un environnement numérique. Je vais juste, parce que la carte est jolie. Voilà, hop. Ah oui, mais ça c'est parce que je suis sur Linux, ça va m'agacer. Tant pis. Bon, je vous la montre pas, c'est pas grave. Sauf si à la demande générale, vous montez sur la table. Non. Eh merde. Moi et ma grande gueule. Allez. Voilà la carte qui est jolie et qui montre en temps réel un petit peu une série de cyberattaques. C'est en ce moment en temps réel, là, et encore c'est que un certain nombre, mais... Alors si vous dites « Ah mon Dieu, mais les États-Unis sont super bien défendus » ou alors « Ah mon Dieu, mais les États-Unis sont tranquilles », c'est normal, ils dorment à cette heure-là. Pas du tout. C'est comme le service de Kaspersky, qui est d'origine russe. Il est blacklisté par les Américains, et donc, bon, on s'en fout. Bien, donc toujours est-il que c'est un monde excessivement violent, riche, avec évidemment des... Je ne peux pas faire deux choses à la fois, je suis un homme. Tac. Voilà. Toujours riche, toujours plus peuplé, toujours plus au détriment d'un petit nombre, etc., etc., etc. Bien. Et puis on pourrait se demander si finalement on n'est pas arrivé à une espèce de plateau
Il ne vous aura pas échappé, je pense, que l'IA a fait une légère apparition dans nos vies, mais dans nos métiers. On est d'accord? Bon, ok. Et qu'en l'espace de quelques mois à peine, on se retrouve avec des enjeux qui sont hors de propos. Hors de propos dans le déploiement, dans la non-préparation, dans les impacts, on verra ça tout à l'heure, et avec une utilisation majeure et massive dans toutes les organisations. Je lisais la semaine dernière que le patron de Google venait d'annoncer qu'il y a quelques semaines à peine, la moitié du ligne de code produit par Google était générée par l'IA, il y a quelques semaines à peine, alors qu'aujourd'hui, on en est à 75%. Ça fait beaucoup quand même, hein, plus 25% en quelques semaines. Donc on verra les impacts que ça a tout à l'heure, mais effectivement, il y a toujours plus d'IA qui s'impose dans nos vies. Si vous avez par exemple le truc ultra classique de génération automatique de compte rendu quand vous faites une réunion Teams, génération automatique de mails, génération automatique de réponses, tout ça en fait ça se déploie à vitesse grand V de façon très insidieuse dans nos vies, avec un impact qui, on le verra, est difficilement mesurable individuellement, mais globalement a un impact catastrophique. Donc, on se retrouve avec ce nouvel Olympe, ce nouveau monde qui est né, qui s'est développé il y a une petite vingtaine d'années à peine. On se retrouve finalement là aussi devant une nouvelle injonction. Cette nouvelle injonction, elle a été accélérée encore par le Covid, la fameuse transfo digitale, la fameuse numérisation, la fameuse économie numérique, etc., etc., etc. Il faut numériser, il faut numériser, il faut numériser. Mais dans le même temps, effectivement, nos universités sont impactées complètement par cette numérisation en marche forcée de nos métiers respectifs. Moi, je me suis pris juste ce petit pamphlet là, à l'heure de la dictature numérique, l'université en première ligne, parce qu'effectivement, dire ce qu'on fait, c'est bien, mais faire ce qu'on dit, c'est mieux. Et quand je vous ai demandé si, par exemple, certaines étaient sorties de Teams, par exemple, personne n'est sorti encore. Donc l'université, à la fois, et c'est ce que le président disait tout à l'heure, à la fois par nos organisations, la transmission, la pédagogie qu'on fait, nos métiers, ce qu'on fait de l'IA, la manière dont des quelques boîtes ont pénétré l'intégralité de nos universités, finalement, on se retrouve nous aussi en première ligne à essayer de résister, ou en tous les cas à dire ce fameux yaka faucon, et finalement on se rend compte qu'on a du mal à agir pour de très bonnes ou de très mauvaises raisons, mais c'est quand même assez compliqué. La position assez schizophrénique des universités par rapport à ce nouveau monde-là est assez problématique. Et on pourrait se demander si finalement l'adéquation entre ces problématiques d'ordre socio-économique, carbone et l'émergence de ce nouveau monde, finalement, en quoi est-ce que ça pourrait être problématique? Parce que finalement, moins de numérique, c'est moins de déplacements, plus de numérique, c'est moins de déplacements, plus de numérique, on va tuer moins d'arbres pour imprimer des choses sur du papier. Bref, ça pourrait être finalement une bonne solution, le numérique, comme on nous l'a vendu pendant des années et des années. Le problème, et c'est là où on va commencer à toucher du doigt un petit peu... on va commencer un peu à toucher du doigt les limites du modèle numérique, c'est que le numérique, au sens très large, a des impacts majeurs, massifs, systématiques, globaux et quantifiables. Donc je vais vous donner un certain nombre d'indicateurs. On pourra éventuellement les reprendre si vous voulez ou en creuser un certain nombre. Déjà, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, le numérique au sens très large représentait 5% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est peut-être un chiffre que vous avez déjà connu. On était à rien il y a quelques années à peine. Et on sait qu'on doit aller vers une trajectoire dans laquelle on doit diviser par un facteur peut-être 9 nos émissions de gaz à effet de serre assez rapidement, enfin 2040-2050 pour être neutre en carbone.
Mais dans ce contexte-là, si à peu près tous les autres secteurs font leur mutation, le numérique, lui, comment dire sans être vulgaire, il s'en bat les couilles. Mais alors complètement. Pourquoi ? Parce que tu comprends, il faut investir pour récolter. Détends-toi, surtout n'ayez pas peur, ayez confiance. Si on investit beaucoup, c'est juste parce que dans quelques années, finalement, ça va nous permettre d'être à la hauteur et d'être au niveau de ce qui est attendu. On est à 5% des émissions de gaz à effet de serre. Des études de gens très sérieux à peu près anticipent une augmentation de l'ordre de 50% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique avant la fin de la décennie. Demain. Hein. Alors à la fois parce qu'il y aura plus de monde à s'y connecter, à la fois parce que tous les autres secteurs d'activité font leur mue et pas le numérique, et à la fois aussi et surtout parce que le numérique est en train de tout faire péter. Donc la situation même du numérique est problématique. Je vais vous montrer. Alors, quand je commence à faire des petites embardées comme ça dans ma présentation, il faudra surtout surveiller le timing, hein, parce que je peux très rapidement déborder. Juste pour vous dire quand même que c'est sérieux. Je sais que vous savez que c'est sérieux, mais vous allez comprendre à quel point c'est encore plus sérieux. Ça, c'est... Pardon. Hop. Voilà. Ça, c'est une news que j'ai vue ce matin. Quand vous commencez à voir le G7, on va dire le G7, ce n'est pas les premiers admirateurs de Jancovici, de l'ADEME ou de Greenpeace. Quand vous avez le G7 qui commence à mettre dans ses priorités le numérique responsable, et c'est récent, hein, donc hop, le 29 mai, hein, dans lequel vous avez accéléré l'innovation, et là vous vous dites, ah bah ok, d'accord, on va encore plus appuyer sur l'accélérateur, il n'y a pas que ça, il y a concilier numérique et transition éco, protéger les mineurs, et j'en ai oublié un. Non, voilà. Si, intelligence artificielle sûre et responsable. Quand le G7 commence à écrire ça dans le marbre, c'est que déjà, ça commence à sentir le gaz. Hein. Hop. J'en étais où ? J'en étais là. Voilà. Donc, à titre... qui a déjà fait son bilan carbone ? Normalement, vous avez fait votre bilan carbone, plein de monde a fait son bilan carbone. Voilà. On est à peu près une demi-tonne sur un Français moyen qui émet 9 tonnes et demi, 9 tonnes. On est à peu près à une demi-tonne liée aux activités numériques par an et par Français. Bah, ça commence à faire quand même. Alors, qu'est-ce que ça fait aussi si on oublie le carbone ? Ben, ça fait à peu près 3 fois la consommation de la France dans toute une série d'autres secteurs d'activité, l'eau, l'énergie primaire, l'énergie finale, les consommations des ressources abiotiques, j'en pense, c'est des meilleurs. Et puis, un truc que je veux préciser, parce que dans l'esprit des gens, parce que je l'ai moi-même dit pendant très longtemps, on était persuadé qu'on y était pour rien, parce que globalement, c'était la faute à la fabrication. Alors ça, c'est vrai, mais c'était avant, pour paraphraser une pub. Aujourd'hui, on est à peu près sur 60-40 ou 50-50. Ça commence à devenir, on commence nous-mêmes à devenir particulièrement responsables de la pollution qu'on émet au niveau du numérique. Et cette pollution, pendant aussi longtemps, on a dû, peut-être pour ceux qui étaient intéressés à ça, on a dû vous dire « ouais, mais c'est la faute des équipements terminaux parce qu'ils sont nombreux ». Là aussi, c'est vrai, mais c'était avant. C'était avant parce qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui s'appelle l'IA, qui fait que le data center a augmenté son impact, puis d'autres modifications de méthodes de calcul, et on est à peu près à moitié-moitié. Entre notre usage que nous faisons et un usage déporté, on est à peu près à moitié-moitié. Donc ça, c'est des impacts globaux qui vous disent peut-être rien. Parce que 5%, une demi-tonne, 3 fois la France, c'est difficile à intuiter. Je me suis amusé à mettre d'autres indicateurs qui étaient peut-être un tout petit peu plus palpables. Gardez en tête qu'un kilomètre en voiture, on est à peu près sur 120 grammes d'émissions carbone. À peu près. Bon, un ordinateur de 2 kilos,
vos ordinateurs, hein, tout ce que vous avez, à part les Mac, qui sont beaucoup plus élevés, tous les non-Mac, bah, c'est à peu près 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible, 22 produits chimiques, 1,5 tonne d'eau. Et plus le matériel est high-tech, plus les impacts sont importants. Et pour un PC, un bon petit PC portable qui va bien, on est plutôt sur du 300-400 kg d'émissions de gaz à effet de serre, juste pour un PC. Donc ça en fait quand même des kilomètres. Surtout si vous le gardez 2-3 ans. Le smartphone, vous avez 70 kg de matière de gaz à effet de serre. Un écran d'ordi, c'est une centaine de kilos pour 24 pouces. Si jamais sur vos écrans à vous avez du 25, 27, etc., c'est pas du tout les quelques pourcents pour passer de 24 à 27, hein, c'est un facteur beaucoup plus important. Et puis là, sur le côté qui se voit mal, j'ai mis d'autres impacts carbone sur, je sais pas, un ordinateur. Une télévision, par exemple, c'est 400 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ceux qui envisagent de changer de la télévision parce que là, c'est la Coupe du Monde et parce que Boulangie, Darty ou qui vous voulez va faire des promos, c'est une demi-tonne d'équivalent carbone d'un coup. Donc on est quand même sur des choses qui sont lourdes et impactantes. Et puis ça, c'était pour l'environnement. Et si l'environnement est le cadet de vos soucis, si vous êtes persuadé que le carbone, les émissions de gaz à effet de serre sont un complot, et que vous êtes plus intéressé par les gens et la société, vous savoir que le numérique aujourd'hui, c'est des millions, littéralement des millions de personnes en situation d'exploitation par nos usages, les miens aussi, hein, parce que mon ordinateur, il a bien fallu qu'il soit fait quelque part, qui vivent sous la coupe réglée de mafia, exploitation, la situation sociale liée au numérique est catastrophique. Depuis le premier coup de pelle dans des mines qui vont extraire les 70 à 80 métaux différents qui composent nos ordinateurs, jusqu'à la fin de vie où à peu près 2/3 des équipements numériques finissent aux mains des mafias dans des décharges à ciel ouvert. Donc le contexte du numérique est un contexte qui est assez catastrophique. On a énormément de chances de ne pas le voir, parce que ça se passe loin, parce qu'on n'a pas de mine, et parce que globalement, on estime qu'en France, on est plutôt bien sécurisé en termes de recyclage, mais ce n'est pas parce que c'est loin que ça n'existe pas. Donc c'est assez... il y a un vrai enjeu social aussi, en plus du problématique environnementale. Et parce que je me suis dit, tiens, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on a fait 2 piliers du développement durable, passons au 3e. Depuis quelques mois à peine, l'intelligence artificielle je considère que c'est devenu une industrie lourde. Lourde dans le sens où ses impacts sont massifs, majeurs et totaux. Excessivement vorace en énergie. Pour vous donner une idée, si vous mettez... il y a des data centers qui, aujourd'hui, consomment à peu près l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. À peu près. On a une 60aine de réacteurs nucléaires en France. Il y a un data center qui va être installé par les Émirats arabes unis qui va consommer l'équivalent de 1 à 2 tranches de centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Où vont nos choix de société ? Est-ce que l'électricité va dans l'IA ou elle va ailleurs ? Émettrice de gaz à effet de serre, évidemment. On voit dès aujourd'hui les augmentations de gaz à effet de serre, ou en tous les cas, à minima, la suppression des politiques de réduction de gaz à effet de serre de tous les acteurs du web. Tous. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années de Microsoft qui voulait effacer son empreinte carbone historique. C'est fini ce temps-là. Complètement fini. Toutes les exploitations d'eau, qui sont évidemment des eaux potables par les opérateurs, sont en explosion de l'ordre de 20, 30 ou 40%. Pour beaucoup, dans des zones où déjà il y a de la tension sur des ressources hydriques. On fait quoi ? Gourmand en matières premières, je vous ai dit qu'il fallait beaucoup de matières premières, centaines de kilos pour un ordinateur. Plus il est high-tech, plus il va consommer de ressources de matières premières. Et on sait que l'IA, c'est de la high-tech. Donc c'est vraiment problématique aussi parce qu'on va tous basculer gentiment par de l'IA parce que ça va être top.
Mais ça modifie aussi la relation aux autres, la relation à nos métiers respectifs, la relation à la mutation des métiers. Là, je vous ai mis, alors, vérité du jour, là, je ne vaut pas celle de demain. Hein. Donc, là, je vous ai mis, par exemple, qu'une image générée par Midjourney pour 1000 requêtes, 1000 images générées par Midjourney, on est à peu près sur 25 km de voiture. Et vous savez que ça y va à tir-larigot, les générations d'images. Donc, on est sur une vraie mutation aussi de nos métiers respectifs. Il y a une vraie pathologie qui s'appelle l'anxiété, donc AI, anxiété, donc voilà, la peur de perdre notre métier par rapport à cause du numérique. Donc là, vous avez la mutation des métiers, donc ça, c'est des stats que j'ai récupérés. Donc, vous avez par exemple, où est-ce que je nous avais positionné éducation, architecture et ingénierie, en fonction des formations juridiques, administration, informatique, etc., etc. Donc vous voyez la capacité que l'IA va avoir à modifier nos métiers. Aujourd'hui, on n'est qu'au début de la vague. Hein. Ça, c'est une carte que j'adore. C'est l'endroit où l'IA est le plus susceptible de modifier drastiquement le tissu local. Je l'adore parce qu'en fait, si vous regardez la Charente, le Nord Charente-Maritime et Niort, nous, on est en plein dans cette mutation-là. Et globalement, vous regardez la carte où vous avez des cols blancs, vous regardez la carte où vous avez des universités, effectivement, on est en plein dans ces zones où les métiers pour lesquels on forme nos étudiants et pour lesquels vous nous aidez à former nos étudiants, on forme qui? On forme quoi? Donc tout ça, c'est effectivement une industrie qui perturbe profondément l'ensemble de nos métiers respectifs. Tout ça en sachant que ça ne peut, je vous ai vu, hein, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et c'est pas une question, ça ne peut pas durer. Voilà, vous avez ici des études qui sont faites par l'ADEME, béni soit l'ADEME. Ça ne peut pas durer, c'est juste pas possible. À ce rythme-là, c'est pas possible. Là, on fait semblant de ne pas le voir, mais ça ne peut pas durer. Alors, soit on change le modèle économique, soit on croise les doigts que, comme à l'époque de la lampe transistor, on va créer un truc qui s'appelle les lampes transistors dans des ordinateurs qui pesaient 1 tonne. On croise les doigts qu'on invente un jour un microprocesseur, voilà. Mais c'est pas possible, ça peut pas durer. Est-ce qu'on fait bâtir une société? Est-ce qu'on appuie nos organisations? Est-ce qu'on appuie nos métiers dans quelque chose qui, aujourd'hui, on sait très bien que dans 5 ou dans 10 ans, je vous ai revu, hein, ça ne tiendra pas. Donc la question, effectivement, c'est aujourd'hui, ok, on a vu l'état du monde, on a vu le numérique, on a vu ses impacts. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on peut concilier les deux? Donc vous êtes en première ligne de cette contradiction, hein, vous, moi, on est tous en première ligne de cette contradiction parce qu'on nous demande de préparer des jeunes aux challenges de demain qui sont déjà ceux d'aujourd'hui et qui étaient déjà là dans les pipes depuis au moins une 50aine d'années. On vous demande de mettre en place des outils pour maîtriser, mesurer, basculer vers une université, l'université de demain, une université plus verte, une université plus sociale, plus inclusive, plus tout ce que vous pouvez vous imaginer. À un moment donné, il va falloir le faire. Et pour ça, en se disant bien que le carbone n'est pas l'unique indicateur. Donc j'en ai mis 3 autres, et alors ça me fait très plaisir parce que vous avez, j'ai vu dans vos... je m'attendais à sortir le bazooka, mais en fait non, vous avez bien fait les choses. Vous avez montré des slides dans lesquels vous dites, voilà, pour le bleu, le rouge, le vert, etc. Mais vous n'avez pas donné des informations que sous forme colorimétrique, vous avez aussi mis des formes géométriques. Et ça, c'était plutôt cool en termes d'accessibilité. Mais combien font cet effort-là? Finalement, assez peu dans nos métiers respectifs. Mais il n'y a pas que le carbone, en fait. Globalement, le carbone, tout le monde... Bon, oui, ok, ça fait des chaleurs, des fois, ça peut être sympa. Mais voilà, il y a la notion de sobriété, voyager léger, comme vous dites. Pour l'ANSTIA, c'est potentiellement des pratiques de rétention vidéo, de durée de vie plus courte, des arbitrages entre le streaming et le téléchargement, des sobriétés de plateforme, etc., etc. Il y a énormément de questions qui, dans le cadre de la sobriété, se posent à vous. L'accessibilité, j'en ai parlé, hein, c'est le seul des 3 sujets où il y a des contraintes.
Qui a déjà été formé au RG2A? Obligation légale, le RG2A. C'est peu, hein, quand même. Et puis le troisième, le RG2A, c'est le Règlement général d'amélioration de l'accessibilité. C'est une obligation légale pour faire en sorte que l'ensemble des services que vous proposez soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Et puis le dernier, c'est effectivement l'inclusion, une meilleure contenu pédagogique. Je vous ai mis juste un lien. Un étudiant sur 2 est en difficulté avec le numérique. Je vous ai mis un lien, c'est pas ChatGPT qui me l'a dit, hein, voilà. Mais un étudiant sur 2 est en difficulté avec le numérique. À tout mettre dans le numérique, le processus d'électronisme s'agrandit. La conception des ressources doit intégrer le bas débit, la mobilité, l'hétérogénéité des équipements. Bref, c'est de l'éco-conception. Alors de tout ça, on va parler enfin numérique responsable comme une solution. Et cette solution, avant de détailler un certain nombre de pistes, je vais juste déjà vous donner une définition. Alors c'est ma définition, mais elle est double et elle est duale. Le numérique responsable, c'est surtout pas moins de numérique. Le numérique responsable, c'est 2 choses. C'est améliorer les impacts économiques, sociaux et environnementaux du numérique. Donc là, ce qu'on appelle le Green IT. Et c'est effectivement, oui, j'utilise le numérique et le numérique est un problème. Comment faire pour réduire ces problèmes? Mais c'est aussi ce qu'on appelle le IT for Green, c'est-à-dire l'utilisation du numérique pour réduire des problématiques environnementales, sociales ou économiques d'autres procédés. L'apprentissage, le déplacement, les jumeaux numériques, etc., etc., etc. C'est vraiment les deux. C'est Green for IT, IT for Green. C'est ça le numérique responsable. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Il y a moyen de faire des tas de choses. Déjà, la première des choses, c'est de savoir l'évaluation de votre empreinte environnementale et ou sociale. L'électronisme, l'accessibilité, etc., etc. Mais à un moment donné, une fois qu'on a compris les problématiques, il faut bien passer à l'étape de la mesure. La deuxième étape, c'est questionner cette politique. Alors j'ai mis vidéo, mais elle peut être large. C'est globalement, mon métier a des impacts. Est-ce que je suis en capacité, seul ou avec les autres, de questionner? Est-ce que l'Anstia me fournit un guide de bonne pratique? Est-ce que l'Anstia m'organise 2 fois par an des rendez-vous dans lesquels je vais prendre les meilleurs élèves et je vais les faire présenter à ceux qui veulent s'améliorer? Comment est-ce que je questionne mes challenges, mon métier? Bon, évidemment, le truc assez classique, rallonger la durée de vie. Voilà, tout a des impacts. Évidemment, c'est comme vos vêtements, c'est comme vos voitures. Voilà, à force d'acheter, jeter, et dans cette société qui est plutôt de l'éphémère, tout a des impacts. Donc, on fait attention à nos affaires. La sobriété dans de la production. Voilà, on voyage léger. C'est difficile de s'imaginer qu'un octet a du poids. Et un octet a des impacts. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait une politique de désherbage? Est-ce qu'on est obligé de garder les vœux du président ou de la présidente qui ont eu lieu en 1985? Peut-être pour l'historisation, mais est-ce que ça vaut la peine de les laisser sur les serveurs? J'en passe, c'est des meilleurs. Tout se questionne et il n'y a pas de questions qui sont mauvaises. Et puis, effectivement, ça c'est par contre une des priorités, c'est l'accessibilité comme levier du NR. Un contenu accessible est aussi un contenu moins rediffusé en boucle. Parce que globalement, il y a plus de compréhension, ça va directement au but, il est sous-titré, voilà, tout ça c'est des choses importantes. L'accessibilité ne devrait pas être la cerise sur le gâteau ou le truc qui arrive après. Ça devrait être un préalable. Et faire les choses bien pour tout type de personnes, c'est faire d'une manière ou d'une autre des choses de façon plus efficace et plus légère. Donc ça, c'était des choses importantes, j'en cite un certain nombre d'autres. Adopter des usages numériques sobres, adopter la durée de vie des équipements, utiliser un numérique pour améliorer réellement les services, veiller à la confiance numérique. Tout ça, c'est des choses qui, évidemment, doivent devenir une réalité et pas simplement un mantra. Alors, pour vous aider, je vous ai dit, mesurer, c'est vachement bien, il faut y aller, il faut mesurer. Mais à un moment donné, parce qu'il n'y a pas que la mesure, et puis surtout, des fois, vous vous dites, mais moi, je ne sais pas mesurer, j'aimerais quand même faire des choses. La compréhension et l'apprentissage est quelque chose d'important. La formation est quelque chose d'important. Je crois que c'est vous qui posiez la question de dire, est-ce que vous avez besoin de formation? Dites-nous de quelle formation vous avez besoin.
Moi, je vous en donne un certain nombre. Je vous donne une plateforme où tout est gratuit, voilà, qui s'appelle l'academie-nr.org, où tout est gratuit. Et vous pouvez aller chercher des MOOC. Alors oui, on va parler de MOOC pour réduire l'impact environnemental du numérique. Bienvenue dans mon monde schizophrène. Mais voilà, on en est là. Mais en tout cas, vous avez des formations gratuites, une demi-heure de sensibilisation au numérique responsable, 4 à 5 heures de formation sur le numérique responsable. Vous avez une sensibilisation d'une demi-heure sur la conception responsable de services numériques. Le petit dernier, vous avez un MOOC d'une heure sur qu'est-ce que c'est que l'IA responsable, à la fois positionnement dans l'histoire, positionnement dans les organisations et positionnement pour un collaborateur ou une collaboratrice. Je tire un énorme coup de chapeau, ça y est, c'est votre heure, messieurs, dames, à l'Université de La Rochelle pour m'avoir aidé à rapidement filmer les capsules vidéo, les avoir mis en ligne, etc. etc. Donc, merci beaucoup, Mourad, et à toi et à tes équipes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et ça, c'est fait avec l'association de l'Institut du numérique responsable, mais aussi un appui de La Rochelle Université. Donc voilà, allez-y, allez vous former. Il y a des attestations de suivi et des certificats. Vous pouvez les utiliser, c'est libre et gratuit. Et si jamais vos universités veulent adhérer à l'INR pour avoir les SCORM pour mettre directement dans Moodle, n'hésitez pas, ça vaut 500 €. J'ai négocié le prix pour vous. C'est pas vraiment une promo parce que c'est toujours été 500 €. Je crois que Sorbonne Université, Stu, tu es membre de l'INR? Yes, indeed. Donc voilà, c'est assez facile, ça vaut 500 € pour avoir plusieurs heures de formation à déployer sur vos plateformes LMS, donc ça vaut toujours le coup. Et je vais finir par ça. Globalement, j'ai pas ou peu de raisons de ne pas faire. Ça réduit les impacts environnementaux. Je veux dire, déployer une politique numérique responsable dans vos organisations, dans nos métiers, ça permet un meilleur service, une plus grande inclusion, une meilleure com, une réduction des coûts, un levier d'innovation, et puis des enjeux spécifiques à nos métiers respectifs. On est sur la définition et la maîtrise d'empreinte carbone de nos infrastructures. Le Shadow AI est en train de se déployer absolument partout dans nos organisations parce qu'on n'en maîtrise pas les effets, parce que c'est caché, on se dit c'est pas grave. Mettre au grand jour des métriques pour savoir qui fait quoi et ce que ça impacte, évidemment, c'est plus intéressant. Travailler sur des accessibilités, l'accessibilité. Ne vous inquiétez pas si j'ai des bouteilles d'eau. L'accessibilité numérique des contenus pédagogiques est aussi fondamentale et c'est des fois le premier niveau par lequel vous pouvez faire du numérique responsable parce que c'est une obligation légale et parce que vous savez très bien que si vous faites des contenus accessibles, il y a 80% des chances qu'ils soient, sans que vous fassiez le moindre effort, éco-conçus. Donc il y a une convergence des luttes. Ensuite, évidemment, même si je déteste ce terme, il faut... Non, pas celui-là. Souveraineté des données, ça passe. Mais il faut évidemment savoir où sont stockées vos données, où sont stockées nos données, quels services on utilise. Qui parmi vous a, je ne sais pas, un abonnement... Alors, on va faire un petit test. Qui parmi vous a pris un abonnement IA générative? Ah ouais? Moi, ça... Qui parmi vous a honte de le dire? Non, ok. Non, alors du coup, qui s'est abonné à Mistral, par exemple? Bon, ok. Bon, du coup, ça tombe à l'eau. Vous oubliez ce que je viens de dire. Évidemment, l'impact de l'IA générative sur les pratiques de production de contenu. Hein. Quand voilà, vous n'avez pas le temps, vous avez des vidéos, des logos, des images, du texte, etc. Donc, comment on se positionne par rapport à ça de façon éthique dans nos universités? L'inclusion numérique aussi, elle est importante parce que déjà qu'elle était lourde avec le numérique standard, elle va être encore plus prégnante avec le numérique avec de l'IA. Au final, rien ne se fait en un jour, mais un jour cela se fait, et je dois avoir à peu près tenu mes 3 quarts d'heure. Voilà. Oui, je fais un petit peu d'autopub. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'on a un deuxième micro? Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Vincent. Bonjour, Thierry Dréau. Je suis ingé techno pédagogique à Rennes 2, à l'université de Rennes 2.
Alors, il y a des choses au niveau, par exemple, de l'inclusion numérique, hein. Moi, je le fais régulièrement en produisant des vidéos de cours où on a de la traduction, du sous-titrage et de la transcription. Ouais. Mais tout ça, ça passe par l'IA. Ouais. C'est un petit peu, faut réussir aussi à faire la balance entre l'utilisation de l'IA et surtout savoir c'est qu'un outil, c'est qu'un marteau, c'est qu'un tournevis. Non, c'est pas l'alpha et l'oméga. Faire de l'IA pour l'IA, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Non, mais de ça, je suis d'accord avec vous. Mais de là à dire que c'est qu'un marteau, je trouve ça un petit peu réducteur. Bon, allez, c'est une perceuse numérique, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais ouais. Et quand vous parlez de l'inclusion totale, pour des médias vidéo, par exemple, on sera obligé de passer par l'IA, parce que, par exemple, si on veut faire de l'audio-description, ce qui est l'élément ultime du RGA, Ouais. amusez-vous, Coco. Ah, mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait pas faire Non, de mais lien. c'est pas ça, mais c'est une horreur. C'est une horreur entre les ordres qu'on nous donne de faire de l'inclusif et aussi, attention, n'en faites pas trop, quoi. Utilisez pas trop l'IA, c'est un peu compliqué tout ça, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a de l'AI for Green et du Green for AI. Typiquement, utiliser l'IA pour permettre à des personnes éloignées des médias et de ressources pédagogiques de pouvoir y avoir accès, ça ne me dérange absolument pas. C'est comme si vous me disiez, oui, on nous dit de ne pas prendre la voiture et de prendre les transports en commun, mais enfin quand même, quand vous avez un camion de pompier, c'est quand même bien pratique de l'avoir à la maison et rapidement. Bah évidemment, évidemment. Mais mon propos n'est pas de simplifier, hein. Mon propos, il est juste de vous dire, aujourd'hui, en fait, vous devez avoir cet équilibre de la même façon que vous devez manger 5 fruits et légumes par jour, ne pas prendre la voiture ou favoriser les transports en commun quand vous le pouvez. Bah, aujourd'hui, le numérique intègre cette vaste panoplie de mantras écolo-bobo qui est de dire le numérique est notre avenir, économisons-le. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Une question là. Bonjour, merci beaucoup. À la fin de votre présentation, vous avez tenté d'amener un exemple qui est inscrit pour Mistral, qui est inscrit sur une IA générative. Finalement, vous avez mis ça sur le côté. Je serais assez curieux de où vous vouliez en venir exactement. Vous avez dit que l'exemple n'allait pas fonctionner après tout parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Qu'est-ce que vous vouliez amener avec cet exemple-là? C'était à quelle occasion? Là, il y a 2 minutes. Quand tu as demandé si les gens avaient des abonnements. C'est pour la souveraineté des données. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était de vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a une utilisation régulière d'IA générative pour analyser nos données, pour analyser nos documents, etc. La question, c'était est-ce qu'on est sûr de l'endroit où ça va? Est-ce qu'on est sûr de qui va les utiliser? Est-ce qu'on est sûr d'utiliser un service sécurisé proposé par notre université? Ou est-ce qu'on fait du shadow AI, un abonnement de ChatGPT et on pousse des trucs sans trop véritablement savoir ce qu'on donne à des entreprises qui sont évidemment pour unique objectif de piller nos données. Donc voilà, c'était plutôt ça l'exemple, c'était juste sur la souveraineté des données. Dans ce cas, je me permets justement, mais merci beaucoup. Je pense que dans cette pièce, la plupart des gens sont relativement éduqués, sont curieux, sont au courant de ces sujets-là, on baigne beaucoup dedans. Comment rendre ça accessible, cette curiosité et cette information au commun des mortels, si je puis dire? Nous, on consomme ça tout le temps, l'intelligence artificielle ou l'audiovisuel ou l'informatique ou que sais-je. Donc, entre guillemets, on sait, entre guillemets, on est au fait, entre guillemets, on est éveillé à ça. Comment faire en sorte que ça dépasse juste celui qui utilise tout le temps son ordinateur? L'utiliser, en parler, pouvoir être capable de documenter ou de poser un certain nombre de règles dans le cadre de ce sur quoi on a la main. Ça peut être un cadre éthique dans l'utilisation de ressources pédagogiques, ça peut être des signatures de chartes, ça peut être l'intégration de... Alors les chartes n'engagent que ceux qui y croient, on est d'accord. Ça peut être l'intégration de ressources pédagogiques ou de ressources vidéo de façon systématique et quand on recrute une nouvelle personne.
Voilà, ça peut être des engagements auprès de l'ANSTIA pour dire nous engageons à voilà la démarche éthique que nous avons. Enfin, il y a aujourd'hui, il y a rien de contraignant. C'est-à-dire que quand ton université, je ne sais pas où tu es, mais admettons, elle va te dire super, on a négocié des abonnements de cloud et résultat, maintenant tu ne dois plus utiliser que celui-là pour éviter du shadow AI. Évidemment, ça va poser souci. Mais à un moment donné, en fonction de ton périmètre, de qui tu es, de ton métier, tu vas pouvoir avoir des choix techniques, technologiques, d'accessibilité. Tu vas pouvoir avoir des choix de formation, tu vas pouvoir avoir des choix d'intégration de support de cours auprès de tes collègues ou auprès des étudiants, etc. Voilà, aujourd'hui, on en est majoritairement à, même si l'histoire accélère à une vitesse folle, on en est clairement, hélas, encore à une phase d'information. Oui, on n'a pas le temps d'informer. Si, on a toujours le temps d'informer, parce que de toute façon, il n'y a pas de mur et que ce qui est pris n'est plus à prendre, quoi. J'enfonce des portes ouvertes, on est d'accord, hein, mais c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, ta question, elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que... allez, je vais être taquin. Je peux? On est entre nous. Est-ce que c'est raisonnable dans une situation... Attends, non, peut-être... Non, pardon. On va d'abord vérifier un truc. Le bateau, demain, c'est quoi? C'est un voilier ou c'est un bateau avec un gros moteur qui pue? C'est du carling. Voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste, on est tous pris nous-mêmes devant nos propres injonctions, nos propres contradictions. Et l'IA en fait partie. Et on est tellement persuadé que l'IA, c'est ça par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous, qu'on se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire à côté, etc. Donc voilà. Ouais, je sais pas où est le micro là, mais Il est juste derrière. le temps qui remonte. Ouais. Non, c'est bon, il est là. 1, 2. Ah, Ouais. ça y est. Bonjour, merci. Moi, je serais intéressé d'avoir votre avis sur tout ce qui est commun numérique que vous n'avez pas abordé et de savoir dans quelle mesure c'était effectivement un levier pour tout ce qui est numérique responsable, sachant qu'il me semble sur ce volet-là, on est plutôt des bons élèves. Ouais. Entre les ressources éducatives libres, les plateformes Moodle, les partages via eSup, les forges dans l'éducation nationale, la suite numérique de l'État et plein d'autres trucs. C'est top. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fondamental, c'est incontournable. J'en ai pas parlé, c'est peut-être une erreur comme de solution, mais oui, on est tout à fait d'accord. C'est incontournable. Voilà, donc merci d'avoir remis ça, église au milieu du village. Et encore, quand je dis église, je veux me fâcher avec personne, évidemment. Mais oui, c'est fondamental de parler des communs et de partager. D'ailleurs, vous pourrez reposer toutes ces questions à la table ronde de jeudi matin où nous aurons l'association des DGS et l'association des VPNUM. Oui. Bonjour, Amber, Université de Bordeaux. Ah, attendez, oui, pardon. Ah, ça y est. oui, pardon. Moi, je pense que... alors, déjà, je voulais dire que je suis complètement d'accord avec vous quand vous parliez de schizophrénie, un petit peu, beaucoup d'opposition, en fait, finalement. J'ai l'impression qu'en tant qu'employé, en audiovisuel, du coup, en tant que technicienne, on a vraiment été poussé en fait à utiliser l'IA l'année dernière où il y a eu vraiment, nous pour le coup on n'a pas de licence, mais on en a eu une. Donc peut-être que c'est aussi le cas pour ceux qui n'en ont pas maintenant. On en a eu une et on l'a juste pas renouvelée en fait. Elle n'a pas été beaucoup utilisée, mais c'est le cas. Elle a été proposée à tout le monde, aux ingénieurs pédagogiques, aux techniciens, etc. Et aujourd'hui, on est vraiment en mode bonjour, il faut pas. Enfin, il faut pas pour de très bonnes raisons. Et c'est vrai que dans cette schizophrénie, en fait, ça montre vraiment bien votre opposition. En fait, en l'espace d'un instant à l'autre, c'est pas du tout la même position en fait qui est prise. Et je me demande juste, quand vous parlez du coup de solutions, est-ce que vous pensez que c'est applicable en fait parce que vous parliez de 5 à 10 ans, c'était demain, dans une institution qui va lentement en fait, où on essaye de pas être en retard, du coup on y va à fond, et en fait après on a un retour, du coup on se dit ok, il faut qu'on se forme, et puis en fait il faut qu'on fasse ça bien. Est-ce que vous pensez que vu que c'est encore en période de test, c'est des choses qui sont applicables en fait, qui seront applicables dans le futur, et enfin est-ce que ça a de la pérennité quoi? Je pense qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. Par exemple, essayer de faire les choses bien, essayer de faire les choses plus légères, essayer de faire en sorte d'avoir une durée de vie de nos productions, essayer d'avoir des productions qui soient plus accessibles, plus inclusives. Si on oublie le carbone, enfin en tout cas, il ne faut pas que le carbone ce soit l'arbre qui cache la forêt. Oui, il y a des fois où au niveau carbone, on ne s'en sortira pas. Mais en tous les cas, il y a tellement de choses qui sont vraiment dans un mindset qu'on doit déployer de façon sûre. Inclusion, accessibilité, durée de vie, politique RSE des fournisseurs. Tout ça, aujourd'hui, c'est faisable.
C'est intégralement faisable. Il y a effectivement ce truc de carbone qui pose un vrai problème, y compris celui des ressources minérales, etc., qui pose encore des soucis. Mais il y a déjà de quoi faire sans se mettre en plus un poids sur les épaules en disant je dois sauver le monde avec une consommation carbone qui est nulle ou la plus petite possible. On voit bien que quand il s'agit de faire de la description, oui, il faut investir en carbone. Alors, là aussi, c'est entre nous. Ouais, c'est filmé, Mourad. Ah, merde. Bon, j'ai l'habitude de dire que moi, le carbone, je commence à m'en foutre. Parce qu'en fait, chaque fois que vous parlez carbone, vous avez d'un côté des intégristes, de l'autre qui nous disent oui, mais quand même, etc. Et c'est hyper dur aujourd'hui. En plus, le carbone, quand vous allez voir Google qui vous dit la main sur le cœur qu'il a une empreinte en net zéro parce qu'il fait des panneaux solaires ou des éoliens, etc., c'est très très dur aujourd'hui d'avoir ça. Vous avez Mistral qui vous dit que c'est 4 grammes de roquette, 4 grammes équivalent carbone par roquette. Vous avez le même Google qui vous dit non, c'est 10 fois moins, les métriques ne sont pas les mêmes. Donc, on a suffisamment de choses à faire en étant sûr de ce qu'on fait pour ne pas potentiellement se prendre la tête avec des trucs sur lesquels ce n'est pas encore très stable. On sait de toute façon que moins on en fait, mieux c'est. Donc voilà. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Paul, je viens de l'INSA Rennes. Et à l'INSA Rennes, on a une posture, notamment avec Copilote. Donc, on a des licences pro Copilote. Et la posture, c'est un peu, donc, on utilise Copilote et on parie un peu sur le Cloud Act. Voilà. Et j'aurais voulu savoir, voilà, le Cloud Act pour la souveraineté des données. J'aurais voulu savoir votre regard d'expert par rapport à ça. Ce que vous en pensez? Ça durera le temps que... déjà, c'est pas tenable au niveau financier parce que ça coûte un bras. Ça va moyennement être tenable à court terme parce qu'à mon avis, l'ESR va sortir des outils qui vont permettre de nous en sortir. Mais tant qu'on n'aura pas le choix de prendre ou pas des abonnements Copilot parce qu'ils vont maintenant être intégrés, et c'est limite, ça va être comme de l'essence sans plomb. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas Copilot, ça va vous coûter plus cher. Je pense que tant qu'on aura... il va y avoir une phase de transition. Alors, qui parmi vous a des politiques de réflexion de la sortie de Teams ou d'Office 365 ? Voilà, ça va pas arriver tout de suite, mais à force de se faire prendre pour des dindons, voilà quoi. Donc je pense qu'en fait, plus ils déploient à tour de bras, meilleur c'est pour la sobriété et pour des solutions alternatives européennes. Ok. C'est de la même façon que vous mettez Trump à la tête des États-Unis, c'est la meilleure façon de faire réveiller l'Europe. Donc un copilot qui coûte de plus en plus cher, qui est imposé de plus en plus et qui s'impose à nous sans avoir vraiment d'autres choix, ça, à mon avis, ça va plus braquer les politiques. Et il suffira que 2-3 universités se mettent d'accord. Jean-Christophe, il est où ? Il est parti ? Oui. Il est parti. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il y aura des solutions comme Renater ou d'autres qui vont arriver et qui vont nous dire, bon, les gars, les filles, à un moment donné, vous avez ces solutions-là qui vont arriver. Je pense que ça ne va pas tarder. On ne peut pas continuer à être comme ça vis-à-vis de Microsoft. Merci. C'est mon petit côté optimiste. Alors, une toute petite, une remarque et une demande de commentaire de votre part. Donc, Bertie de l'Université de Tours, je suis audiovisualiste. Vous avez posé la question tout à l'heure pour ceux qui a un abonnement en fait IA. En fait, aujourd'hui, on a plein d'IA dans une grande partie qui sont gratuites ou accessibles. Nous, on a encore, même si on n'est pas encore sorti, une réflexion sur Office 365. On a une IA qui est fournie un petit peu avec. Ceux qui ont des comptes Google, Gemini, il l'a ouvert complètement pour faire plein de choses. Donc, et puis, il y a les parties gratuites de chat, de Perplexity, etc. Donc déjà, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui utilisons l'IA pour un certain nombre de tâches sans déjà avoir un abonnement. Et puis, il y a l'IA qu'on utilise sans qu'on ait demandé à l'utiliser. Ah, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, dès qu'on fait une recherche par un moteur de recherche, un des premiers qui avait commencé à mettre ça, c'était Quant, donc français. Tout de suite, on a une réponse. Tout de suite, la première, c'est une réponse IA. Google s'est engouffré dedans. On a aussi une réponse IA. Donc, même si on ne le veut pas,
on a aussi une utilisation de l'IA en dehors, bien sûr, des abonnements. Quel est un petit peu votre avis là-dessus? Quand vous dites que vous ne payez pas Copilot dans Office, vous payez Office, donc vous payez Copilot. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus encore gratuites. Après, au niveau professionnel, on est rapidement limité quand on utilise ça de façon professionnelle. Donc, on est rapidement tenté de basculer dans un abonnement. Voilà. Ça, déjà, je pense que ça va être... je pense que les abonnements vont... Enfin, en tout cas, les solutions vont être assez rapidement déployées. Je me demande même d'ailleurs si Rennes n'est pas à la tête d'un truc pilote sur le déploiement de services... Y a-t-il des gens de Rennes qui peuvent répondre sur le fait que vous avez des services IA pilotes à proposer à l'ESR? Ouais. Ouais, ok. C'est en cours de développement. Ouais. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Donc ça, voilà, on va basculer là-dessus. La deuxième question, c'était mon opinion sur le fait que les IA s'imposent à nous. Il y a des moteurs de recherche qui les bloquent. Là aussi, on est maître des services qu'on utilise. Et peut-être, allez, je croise les doigts, même si je suis pas... Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, l'utilisation forcée de l'IA va devenir un petit peu interdite ou prohibée ou réglementée ou légiférée. Ou en tous les cas, qu'on ait la main sur l'utilisation dans nos profils de décocher cette... Peut-être que là, aujourd'hui, on est un peu contraint et forcé, c'est de la vente forcée. Peut-être qu'on arrivera sur un retour... Ceci dit, ça existe sur les moteurs de recherche, on peut décocher. Hein. Mais automatiquement, c'est opt-in et en effet, il propose une question, mais dans vos paramètres de profil des moteurs de recherche, vous pouvez désactiver l'option. Dernière question. Bonjour. Merci, c'est Aiseto Camara. Vous êtes où? Ah, là, pardon. Ah, désolé. Je suis ingénieur pédagogique à Sorbonne Université. Là, vous parlez, par exemple, tout ce qui est GAFAM. Nous, on a des alternatives. Par exemple, pour Zoom, on a Big Blue Button, mais souvent, les alternatives, elles ne sont pas assez performantes. Et après, on retourne sur les outils américains qui sont plus faciles d'utilisation. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pas si performante, c'est à voir. Voilà, quand vous avez des dizaines ou des centaines de milliards à votre disposition, c'est toujours plus facile d'être plus performant que les autres. Ensuite, quand on n'a pas nos usages habituels, on a toujours l'impression que ça marche moins bien. Voilà. Donc, il y a aussi une bascule sociétale à faire. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable d'avoir sa bagnole et de pouvoir aller travailler avec sa bagnole plutôt que de prendre le bus ou de prendre... Voilà. Donc, c'est aussi une bascule à faire et c'est une bascule que la société et nos organisations doivent accompagner. Expliquer pourquoi la DSI rallonge la durée de vie des ordinateurs pour ne pas laisser s'installer le « oh, bah, de toute façon, la DSI, on les connaît, hein, dès qu'il s'agit de faire 3 sous d'économie, ils sont capables. Voilà. » Dès que c'est accompagné, dès que c'est expliqué, dès que c'est justifié, et dès que surtout qu'on a encore un petit peu le choix, c'est plutôt pas mal. Cette possibilité de choix est intéressante, mais dire « désolé, vous utilisez plus Teams, vous utilisez Big Blue Button », ça peut être intéressant, mais si ce n'est pas justifié, si ce n'est pas expliqué, si on ne parle pas d'infrastructure, moi, je vous conseille tous d'écouter le quart d'heure d'interview de Mensch, le patron de Mistral, devant les députés qui vont expliquer qu'on est à 1000 milliards de dollars qui chaque année vont partir aux États-Unis pour le coût de nos services américains qu'on utilise au détriment des services français. Ben, c'est autant d'argent qu'on ne met pas sur la table pour faire en sorte que ces services-là soient un jour aussi performants que ceux des Américains. Donc c'est un cercle vicieux qu'on doit casser et les universités, de par leur discours potentiellement de façade, mais en tous les cas les plus vertueux possibles, eh ben, elles ont un rôle à jouer là-dessus. Mais alors surtout, moi j'utilise encore des fois Teams, j'ai un abonnement Cloud que je vais essayer de dupliquer et de migrer vers un abonnement Mistral. Donc voilà, ne vous estimez pas que je vous dis ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. On est tous contraints et pétris de nos propres contradictions. Et moi, le premier, voilà, on va juste essayer, et je répète ce que je disais et je conclurai là-dessus, la décision que nous, on doit prendre de façon individuelle ou collective, c'est pas de devenir des parfaits petits anges ou de vrais salopards. C'est de savoir le rôle qu'on décide de prendre dans cette transition, dans cette histoire, quel combat on décide de mener, quel combat on décide de laisser à d'autres. C'est ça aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va se lever en se disant on va se regarder de la façon la plus honnête possible. C'est juste ça. Hein. Personne ne sera un vrai petit ange et personne n'est un vrai salopard. Enfin, j'en connais, mais voilà. Donc c'est juste quelle histoire on veut avoir à jouer dans cette
dans ce grand maelstrom qui nous entoure tous. Merci beaucoup. Merci Vincent.